Bonjour à tous, bienvenue à notre sixième webinaire aujourd'hui là, dans le cadre du mois de la littératie financière en novembre. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les propriétés à revenus. Euh, donc, moi, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Corinne Sauvé-Boulay, gestionnaire de portefeuille et planificatrice financière chez Raymond James au sein de l'équipe Demos Gestion de patrimoine familial. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lynn Marino et Marie-Catherine Mourad. Bonjour. Bonjour. Donc, avant de leur céder la parole, je vais juste faire quelques rappels. Premièrement, je vais vous dire que le webinaire va être enregistré. Donc, on va envoyer l'enregistrement là, d'ici la fin novembre si vous voulez réécouter l'enregistrement ou bien le partager avec des gens dans votre entourage. Et deuxièmement, je vous invite vraiment à poser des questions, là. Lynn et Marie-Catherine sont ici pour répondre à vos questions. Je sais que l'immobilier, c'est un sujet très actuel. Beaucoup de questions souvent en lien avec ça. Donc, profitez-en, posez les questions que vous avez. Vous pouvez, en fait, taper vos questions là, dans le Q&R, la petite section dans le bas de votre écran. Les questions vont être anonymes, alors aucune gêne. Et vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, puis on va avoir une section aussi à la fin là, si, s'il y a des questions par la suite. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je vais commencer premièrement par vous remercier Corinne et Marc-André de nous inviter et de nous donner l'opportunité aujourd'hui. Je vais partager la présentation tout de suite. Et donc, une minute, et voilà. Donc, oui. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité. On parle souvent de diversifier des investissements, puis c'est un concept qui est assez vague et souvent les gens, par défaut, après des planificateurs financiers puis des services financiers, la prochaine chose qu'ils pensent habituellement, c'est l'immobilier. Mais les propriétés à revenus, ce n'est pas nécessairement un investissement qui doit se prendre à la légère. C'est quelque chose qui doit vraiment aller de l'avant. Quand les gens vont de l'avant avec ça, il faut être entouré d'un bon cercle d'experts et vraiment raisonner les choses pour que ce soit à l'avantage de chaque situation. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, grosso modo, ça va être le processus de raisonnement en tant que courtier immobilier qu'on fait avec nos clients quand les clients nous approchent avec l'idée de diversifier justement leurs investissements et d'aller en immobilier. Premièrement, qui sommes-nous? On est une équipe dynamique mère-fille. Ensemble, on est toutes les deux diplômées universitaires et ensemble, on totalise plus de 33 ans d'expérience en immobilier à Montréal et dans les environs. Lynn peut aussi faire autant faire du résidentiel que du commercial. On a aussi beaucoup d'expérience quand ça vient au service à la clientèle, au marketing, ainsi que à la mise en marché et présentation, entre autres, des biens immobiliers. Sur ce, on va aller directement dans le vif du sujet, puis je passe la parole à Lynn. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par déterminer les types de propriétés à revenus qui existent, qui sont intéressantes. C'est les condos, le condo divise, ça peut être un appartement dans une tour ou aussi bien qu'une maison de ville qui est détenue en copropriété. Ensuite, on a les maisons unifamiliales que les investisseurs achètent pour louer et les fameux plex, le duplex, triplex, quadruplex et cinqplex, alors, on va se concentrer vraiment aujourd'hui sur ces trois catégories de propriétés à revenus. Mais sachez qu'il existe aussi les sixplex et plus, mais c'est considéré commercial. Donc, les normes ne sont pas les mêmes pour en faire partie. Alors, ensuite, on a comment déterminer si c'est un bon investissement. On a trois facteurs qu'on utilise pour déterminer si l'achat est un bon investissement. Le premier, c'est la déduction des dépenses. C'est important que, à l'aide de son comptable, l'investisseur doit analyser s'il a besoin de déduire des dépenses pour minimiser ses impôts aux deux paliers de gouvernement. Ensuite, la deuxième chose, c'est la qualité de l'immeuble. Oui, c'est important, la qualité de l'immeuble physique et les améliorations qui ont été apportées, mais c'est aussi, il faut regarder l'emplacement géographique de l'immeuble. Par exemple, en ville, on va regarder si c'est près des transports en commun et des services. Et dans un achat de villégiature, mais ça va être le zonage pour voir si l'unité est située dans une zone inondable, par exemple. Très important.
Alors, le troisième facteur, c'est la la qualité des locataires. Bon, c'est sûr qu'on recherche toujours des gens qui vont être des bons payeurs, puis des gens aussi qui vont respecter la propriété pour pas qu'il y ait trop de dommages qui soient faits par les occupants. On va enchaîner tout de suite avec les déductions des dépenses. Quand on parle de dépenses, bien évidemment, il faut remonter à la première ligne de tout état financier. Il faut commencer avec les revenus. Donc, pour générer un revenu ou pour que l'investissement soit intéressant, évidemment, habituellement, c'est parce que éventuellement, ça devient un générateur de cash flow positif. Quand on parle de revenus pour les propriétaires revenus, oui, il y a les baux et les avis de renouvellement de bail qui sont habituellement la seule source de revenus pour les propriétés. Il y a plusieurs choses à tenir en compte quand on pense à ces revenus-là. Premièrement, l'année fiscale d'un individu au Québec et au Canada commence le 1er janvier. Celle des loyers et des baux au Québec, surtout, commence le 1er juillet. Donc, évidemment, il y a toujours une progression du loyer qui se fait au milieu de l'année. Et un changement de loyer. Ce changement de loyer-là, habituellement, il est régi par le gouvernement et le tribunal administratif du logement, qui était anciennement la Régie du logement. Et les annonces pour ces taux d'augmentation-là sont communiquées au mois de février. Et il faut savoir aussi, on essaie de prendre ce genre de décision-là pour si un propriétaire revenu est une bonne décision. Les banques sont assez pointilleuses et vont souvent demander que des nouveaux baux soient signés, simplement pour avoir une certaine sécurité, puis qu'on élimine la paperasse un bail qui est à date avec les normes et les lois en tant que au début de l'année, donc avec les lois de 2024, par exemple. OK. Ensuite, Mère oui, Catherine, juste un petit point, je pense que je sais pas si c'est moi, ça a coupé un petit peu, juste pour être sûr. Ce qui est recommandé, dans le fond, c'est de faire re-signer un bail à chaque année, même si on a les mêmes locataires. C'est ça que j'ai compris? oui, bien souvent les banques vont demander de façon pour approuver les biens que les baux soient à jour. C'est recommandé de faire re-signer un bail à chaque année parce que les lois changent. On sait qu'il y a des changements, entre autres, cette année, surtout sur les buildings qui ont moins de 5 ans. Donc, c'est jamais négligeable de faire re-signer un bail, mais pour les avis de renouvellement de bail, c'est sûr que des fois, c'est plus rapide, c'est moins formel qu'un bail de 3 pages. C'est une petite signature sur une feuille pratiquement blanche. Les gens l'acceptent. Donc, c'est plus, si tu me permets l'anglicisme, casual, mais ça vaut beaucoup plus d'avoir un bail signé à chaque année si les locataires sont évidemment OK avec Ouvert, ouais. Parfait, ouverts à merci cette beaucoup. situation-là. Ensuite, maintenant qu'on a couvert les revenus, on va aller aux dépenses déductibles. Quand on regarde une propriété à revenus, il faut vraiment tout considérer ce qui peut être une dépense déductible. Donc, vraiment, les frais de condo, les taxes municipales, les taxes scolaires sont à considérer. Les frais de chauffage, s'ils sont communs. Souvent, par exemple, un triplex à Rosemont va avoir une cage à escalier qui est partagée avec tous les locataires. Cette cage à escalier-là peut être chauffée. Ça, c'est déductible. L'assurance locateur, il faut autant que les locataires que les locataires soient assurés. Celle-ci, pour le locataire, est déductible. Le déneigement, l'entretien de la pelouse, souvent, c'est inclus dans les baux parce que les propriétaires ne veulent pas demander les services du locataire ou avoir à gérer une chicane de balcon par rapport à l'entretien extérieur de la bâtisse. Toutes les rénovations qui sont faites durant l'année, donc tant peinture, remplacement des électroménagers, évidemment, tous avec des factures, mais remplacement d'électroménagers, de toiture, de fenêtres, ça peut tout être des choses qui peuvent être utilisées pour aller chercher une déduction sur les revenus. Et finalement, la portion d'intérêt sur les paiements hypothécaires. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas le paiement au complet, puisqu'il y a une partie équité, une partie intérêt. La partie équité, c'est comme une épargne forcée. Ça nous revient quand on vend la bâtisse. Tandis que la portion intérêt, ben, c'est un simple coût d'emprunt. Étant un coût, c'est déductible des revenus. Pour vous mettre un peu les choses en contexte puis vous expliquer nos raisonnements, Lynn va passer à travers d'un exemple avec des vrais frais et des coûts impliqués.
Alors, on a un exemple ici, c'est un exemple fictif, là, on l'a pris, on s'est dit une propriété qui serait à vendre à 650 000. Bon, on a mis du côté gauche, les premières cases nous donnent les revenus projetés pour 2025. Alors, on a dit qu'il y avait 3 unités dans cette bâtisse et le total des revenus pour 2025 serait de 42 000 $. Ensuite, on a les dépenses. Quand on parle des dépenses, ici, c'est les dépenses, c'est sûr que si c'est un condo, mais on y va pour une unité où il n'y a pas de frais de condo, puis on y va pour une unité qui serait en bon état, là, qui n'aurait pas de rénovation à faire. Alors, les dépenses, ça serait les taxes municipales scolaires, l'électricité. Encore une fois, si c'est comme un duplex, ça pourrait être qu'il y a seulement une fournaise pour chauffer toute la bâtisse, surtout dans les unités à 650 000, c'est des unités un peu plus vieilles, c'était le système de chauffage en vigueur dans ces années-là. Donc, le propriétaire doit couvrir les frais de chauffage. C'est sûr que l'électricité, la lumière est couverte par les locataires, mais le chauffage est couvert par le propriétaire. Fait que ça serait électricité, 4 000 $. L'assurance, c'est l'assurance du locataire qui doit payer. Gaz énergie, s'il y a une cuisinière au gaz ou un foyer au gaz, on a mis un petit budget de 300 $. Et ensuite, le déneigement et la pelouse. Fait que ces frais-là, pour notre exemple, arrivent à 14 500. OK? Ensuite, on a les modalités du financement. Parce que c'est une propriété investissement, l'investisseur doit donner une mise de fonds minimale de 20 %. C'est la norme. Et on a pris un taux fictif pour un terme de 5 ans de 5 % avec un amortissement de 25 ans. C'est comme ça qu'on s'est basé. Ensuite, on va aller à la partie du côté droit. On considère, sur cette partie, on va regarder l'achat si on le fait à 500 000, 550 ou 600. Pour le moment, on va travailler avec la colonne de 500 000. Alors, oui, il y a une mise de fonds de 20 %, il y a une hypothèque donc de 400 000. Les paiements hypothécaires avec notre taux de 5 % sur 25 ans sont de 2 326. Et la portion intérêt de ce paiement-là est de 67 %. Donc, ça serait 1 558,42 $. Les paiements mensuels annuels pour le propriétaire, pour l'investisseur, vont être de 27 912. Et les intérêts, la portion intérêt de ce paiement-là va être de 18 701,04. Dans la section profit et pertes, le calcul, on le fait comme suit. On prend les dépenses totales, les dépenses fixes, qui est le 14 500, et les intérêts payés sur l'hypothèque, qui sont de 18 701,04, moins les revenus de 42 000, ce qui nous donne un profit de 8 798,96. Comme vous pouvez le constater, le prix d'achat est élevé plus le prix plus le prix d'achat est élevé, plus le profit diminue parce que les dépenses d'intérêt augmentent, mais les revenus sont toujours les mêmes. OK? Alors, la ligne suivante va nous donner le montant mensuel. C'est le 8 798,96 divisé par 12, ça fait 733,25. Ensuite, on a une autre ligne qui dit profit et perte avec équité. Ce calcul-là, c'est vraiment la réalité de ce que le client va payer. Donc, c'est les paiements hypothécaires complets, c'est 27 912, plus les frais fixes de 14 500, moins le 42 000 de revenus, ce qui nous donne une perte nette de 412 $ par année pour l'achat à 500 000. Encore une fois, vous voyez que plus le paiement et plus l'achat est élevé, plus la perte va être grande parce que les revenus demeurent toujours les mêmes, puis nos dépenses augmentent à chaque fois. Alors, le 412 va devoir être déboursé par l'investisseur dans son budget personnel. Fait qu'il va avoir une petite perte à chaque année de 412 $. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à maintenant?
Oui, je Ça va pense qu'à bien? date, on n'a pas de questions. Puis je trouve ça Bon, bien de montrer la différence parce que oui, le paiement hypothécaire, la portion équité, ben, c'est un investissement, mais ça reste que c'est un cash flow qui doit sortir de notre compte de banque. exact, Alors, c'est important de ne pas se dire, ah, ben, ça va se financer tout seul. Ben, il y a une petite portion qu'il faut sortir de notre poche. Alors, c'est un très bel exemple. c'est ça. Je peux continuer? Oui, vas-y. Parfait. Attendez, je vais juste sortir de la notation. Ouais. OK. Bon. OK. Bon. Ah, ben, on a encore le On petit a carré. encore le... Ouh! Ah, on est Bon, rendu OK. bon. Je vais enlever le carré éventuellement. Ouais. Mais Pas de donc, problème. l'exemple qu'on vient de faire, les avantages du scénario précédent, dans le fond, c'est qu'on espère investir dans le cash flow dont tu parlais, Corinne, investir moins que la prise de valeur de l'immeuble. Donc, évidemment, si on investit, admettons, dans l'exemple précédent, à 600 000, un 6 000 par année, bien, on s'attend à ce que la bâtisse fasse plus d'argent en prise de valeur et donc que notre investissement nous revienne avec un peu plus de profitabilité une fois qu'on vend la bâtisse. Évidemment aussi, pour ça, c'est du cas par cas, c'est là où on essaie d'aider les clients, mais aussi c'est là où un bon comptable peut venir jouer en ligne de compte. Il y a une possibilité avec ces chiffres-là d'aller chercher une réduction de revenus imposables et peut-être même changer un taux d'imposition dépendamment des braquettes dans lesquelles les gens sont rendus. On sait que pour beaucoup de jeunes, acheter une propriété à revenus quand ils sont peut-être au début ou à peine au milieu de leur carrière peut être avantageux parce qu'ils sont encore dans ces moments-là, dans leur salaire annuel où de sauter de braquette ou redescendre d'une braquette est quand même encore possible, puis ça leur permet d'aller chercher des bénéfices taxables, de taxes et d'impôts là-dessus. Ensuite, évidemment, si on regarde juste les chiffres, bien, une propriété à revenu, ça nous permet de générer un cash flow positif à long terme. On parle habituellement de 10 à 15 ans avant de commencer à vraiment générer un revenu passif avec les loyers. Évidemment, plus on paye l'hypothèque, plus celle-ci baisse et moins cher de coûts d'intérêt elle nous coûte. Mais ça va aussi en fonction de la gestion de la propriété. Par contre, si on garde ça en tête, est-ce que c'est quand même un bon investissement? OK. Exactement. Fait que pour répondre à cette question, on va prendre le temps de regarder l'investissement de la prise en valeur, regarder l'investissement de la mise de fonds, si on la met dans un CPG, et de la prise de valeur de la propriété. Si on investit, on a pris un taux le rendement de la mise de fonds peut varier dans notre exemple de 3 500 à 4 200 parce qu'on a pris un taux de 3,5 pour un CPG par année. Bon, on essaie d'être conservateur. Par contre, dans les conditions actuelles du marché, le rendement de la prise de valeur peut varier autour de 2 Donc, ce qui va nous permettre d'avoir une valeur de l'ordre de 10 000 à 12 000 selon notre scénario d'augmentation de valeur. Alors, c'est très important aussi de toujours garder en tête que toutes les dépenses sont déductibles d'impôts et peuvent être utilisées à la vente pour réduire le gain en capital de la propriété. Alors, on voit qu'il peut y avoir un bénéfice important pour le futur propriétaire. Alors, on a d'autres facteurs aussi à prendre en considération. Misère à changer de slide. Bon. Bon. OK. Donc, dans le fond, l'état de l'édifice, c'est vraiment important aussi quand on commence à considérer et à profiler le type de propriété qu'on veut, dans laquelle on veut investir. Il faut vraiment s'assurer d'être bien entouré d'experts. Entre autres, une première visite des lieux, évidemment, avant de faire l'offre, mais une visite complète, s'assurer qu'on passe plus que 15 minutes dans la propriété. Je prends le temps de le dire parce que dans la COVID, les gens prenaient des décisions très rapides. Pour des centaines de milliers de dollars. Donc, vraiment, de prendre la peine maintenant, on a le droit, là, on est en 2024, on en est sorti de la pandémie, de prendre le temps d'ouvrir les placards, de regarder les planchers,
de faire rouler un peu l'eau, etc., etc. Une fois une offre acceptée, bien évidemment, la rendre conditionnelle à l'inspection du bâtiment avec des inspecteurs certifiés et s'assurer que, encore là, tout ce qui est visuel, tout ce qui peut être vu, soit touché, photographié, etc. Lorsque les inspecteurs demandent des expertises aussi, de prendre la peine de les réaliser, c'est quand même des investissements qui ne sont pas supposés être émotifs quand on fait quand on achète une propriété à revenu. Donc, c'est vraiment supposé faire du sens, tant financier que par rapport à long terme, là, à l'état de l'édifice et à la maintenance qu'on doit en faire. Finalement, une vérification qui n'est pas souvent faite, c'est la vérification du zonage auprès de la municipalité. Là, on l'a vu dans les manchettes par rapport aux zones inondables. Mais il y a des quartiers à Montréal où il y a beaucoup de plex, de duplex, triplex, quadruplex, comme par exemple Rosemont, où beaucoup de zonages sont très particuliers. Ça peut être par rapport à la préservation de la façade. Donc, vos rénovations ne seront pas nécessairement faciles à faire. Ça peut être aussi par rapport au stationnement, à l'entrée de garage, à la ruelle en arrière. Donc, vraiment de prendre la peine de regarder, d'appeler la ville, le système d'urbanisme. Contrairement à ce qu'on pense, habituellement, ils sont accessibles rapidement durant la semaine. Donc, et de poser les questions, de leur demander c'est quoi le zonage, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des choses, des restrictions, etc. Ils vont vous donner un topo sommaire, mais au moins, en date de votre achat, vous aurez fait la vérification et si les choses changent par la suite, bien, vous le saurez parce que vous aurez validé le zonage en amont. Finalement, il y a un dernier facteur, on l'a touché rapidement tantôt, mais il y a un dernier facteur qu'il faut définitivement prendre en considération, c'est le facteur humain. Des locataires, ils peuvent donner une très bonne impression quand on vient pour la première visite, s'ils sont là, mais ça ne veut pas toujours dire que c'est des gens faciles, c'est des gens dont c'est humain, donc les situations des familles, des gens peuvent changer avec le temps. L'âge, la source des revenus des gens peut avoir un impact. Évidemment, par exemple, il y a des lois qui protègent les 70 ans et plus en location. Les conditions propres à chaque bail. Il y a des permissions des fois qui sont autorisées, mais qui ne sont pas nécessairement rédigées sur un bail, que ce soit l'utilisation d'une entrée de garage, un droit d'utilisation d'un jardin en arrière, un accès à un certain rangement qui n'est pas qui passe à travers l'appartement de quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, s'assurer de comprendre tout ça et s'assurer aussi que les locataires sont au courant des limites de leurs droits. L'ancienneté aussi des locataires peut avoir un impact. Le nombre d'années qu'ils habitent l'édifice peut définitivement avoir un impact. Et finalement, dans la mesure du possible, vérifier les cas où les plaintes enregistrées au tribunal administratif du logement. La Régie du logement a transféré son nom à tribunal administratif du logement, mais ils ont gardé leurs historiques. Et c'est bon de savoir si on a des locataires malcommodes qui ont tendance à enregistrer beaucoup de plaintes ou encore un propriétaire qui les a déjà abusés beaucoup dans le passé et qui les a fait en sorte qu'ils soient très au courant de leurs droits à eux face à leurs locataires. J'ai mis le site web là. C'est un bon point de départ pour toute décision là, par rapport à s'en aller en propriétaire revenu ou non. Puis je vais passer la parole à Lynn. Alors, c'est une décision complexe qui demande une équipe d'experts. Ça veut dire en commençant par un bon courtier immobilier, un bon comptable, un bon inspecteur en bâtiment, des experts pour faire les expertises si on en a besoin, un bon courtier hypothécaire qui va savoir évaluer les propriétés à revenus et un bon notaire pour nous permettre de faire une belle transaction. Cette décision-là, elle doit être planifiée un peu comme on planifie un plan de retraite parce que c'est sur du long terme, c'est pas sur du court terme. Alors, c'est très important que vous le planifiez comme ça. Alors, merci pour votre écoute et nous espérons qu'on a pu vous donner des pistes de départ pour un éventuel achat. Si vous avez des questions, on est là pour répondre à toutes vos questions. On va mettre aussi nos coordonnées. Si jamais vous avez des questions dans le futur ou vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider. Merci beaucoup, Lynn et Marie-Catherine. Ben, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, quelque chose que je dirais des fois aussi, c'est le type d'acheteur. Tu sais, est-ce que c'est des gens qui sont comme manuels, qui sont capables d'effectuer l'entretien puis les travaux eux-mêmes, ou des fois, c'est que s'il faut engager pour faire absolument tout, ben, j'imagine que ça vient gruger un petit peu plus là, dans le profit. Mais Tout à fait. ça vient aussi,
c'est dans la tolérance des gens aussi. Il y a des gens qui vont dire, je vais acheter des condos qui ont moins de 5 ans. Parce que comme ça, ils se disent, ben, il y a moins d'entretien, les électros sont neufs, les fenêtres ne me demanderont rien, etc., etc. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire, ben, je vais acheter quelque chose, puis je vais leur taper au fur et à mesure que les locataires quittent et qu'il y a une rotation des locataires. Donc, c'est vraiment à chacun sa façon ou son niveau si tu me permets l'anglicisme encore, mais le threshold de limite de risque qu'ils veulent prendre. C'est pour ça que tantôt aussi, Lynn a mentionné comme quoi que c'était des condos autant que des maisons de ville, autant que des maisons, autant que des plex pour commencer. Il y a aussi, les règlements ont changé aussi pour ceux qui veulent acheter des unités de condos qui sont moins de 5 ans, juste pour qu'ils sachent depuis février. Avant, il n'y avait pas de limite comment ils pouvaient augmenter le loyer d'une année à l'autre dans les premières 5 années de l'immeuble, mais ce n'est plus vrai. OK? Le gouvernement maintenant a légiféré dans ce domaine-là et même maintenant sur le bail, le propriétaire, s'il achète une unité de moins de 5 ans et qu'il loue, il est tenu de donner, ça sera quoi ses augmentations pour les 5 prochaines années. Comme ça, celui qui devient son locataire sait qu'il ne va pas se faire augmenter de n'importe quel montant. Alors, il sait déjà qu'il va avoir une augmentation de 2-3 % à chaque année, puis ça va être comme ça à chaque année. Alors ça, c'est très important parce qu'avant, la loi disait qu'on pouvait augmenter autant qu'on voulait, ce qui pouvait être Oui, c'est une très bonne des grosses précision. augmentations. Des grosses augmentations. Oui. Quand on parle de condo, là, j'imagine que c'est aussi important de regarder les frais de condo. Oui, Oui. la gestion. Chez Remax, on a une formation par rapport à ça qui est assez exhaustive, là, mais on peut définitivement conseiller par rapport au plan de maintenance aussi, parce que les condos sont maintenant tenus de faire des plans de maintenance. Et entre autres aussi par rapport à la gestion. C'est sûr que encore là, un bon comptable peut aider, regarder les états financiers, voir, émettre une opinion. Nous, on fait un petit peu plus un rôle de conseil et de disponibilité de l'information. Puis après ça, ça va selon les connaissances de chacun, mais définitivement, il y a beaucoup à penser dans la décision. C'est pour ça qu'on dit que ça en prend plus, ça prend une équipe quand on veut faire un bon investissement. Mais c'est définitivement une façon de diversifier ses revenus. Oui, tout à fait. Puis j'ai une question ici, quelqu'un qui demande, avez-vous une idée du rendement moyen là, des loyers moins les dépenses habituelles par rapport à la valeur marchande des revenus, des immeubles à revenus, pardon, là, avec les prix actuels, y a-t-il une moyenne de rendement? Ça doit varier aussi, j'imagine, si on parle de la région de Ça Montréal. dépend des années. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de rénovation à faire une année, le rendement va être meilleur. Mais si une année, vous devez changer la toiture, changer la fournaise, changer les fenêtres, c'est sûr que votre rendement n'est pas le même. Il n'y a pas de moyenne. Puis une maison, on le sait, peu importe si c'est une maison propriété à revenu ou une maison unifamiliale ordinaire, elle a besoin de maintenance. OK? C'est sûr que si c'est une propriété à revenu, il va en avoir plus probablement de fenêtres, il va avoir plus de choses à regarder. On est sujette aussi à comment les locataires vivent. C'est pas tout le monde qui vit avec la même hygiène puis la même, même ordre et on fait attention aux choses. Alors, il y a toujours ça. C'est pour ça qu'il faut faire. On essaie, c'est sûr que c'est toujours subjectif. Quelqu'un peut arriver puis dire, se présenter devant nous puis il paraît comme le parfait locataire. 6 mois plus tard, on découvre que il garde plein de déchets dans sa maison, puis il entretient pas bien, il rentre dans la maison avec ses bottes n'importe quand, puis que les planchers sont tous à refaire. Mais au départ, on pensait que c'était une bonne personne. C'est très subjectif, mais plus on a une bonne relation avec nos locataires, plus on est capable de contrôler Les taux d'intérêt des dernières années aussi ont énormément affecté les dépenses. les rendements. Cette personne-là cherche le pourcentage, là, le 20 n'est plus réaliste. C'est ça. On regarde plus proche du 17-16. C'est vraiment difficile d'aller chercher quelque chose qui va vous break-even dans les 5 premières années. Les propriétés ont augmenté, les loyers ont augmenté, mais il y a encore beaucoup de loyers qui sont protégés par les anciennetés, par les conditions du loyer. Là. Donc, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment épurer le marché si on veut aller chercher quelque chose qui va break-even tout de suite. Il faut être patient. C'est pour ça qu'on fait le calcul de
combien il faut investir, quel genre de negative cash flow on va aller chercher pour ensuite aller chercher un positive cash flow et dans combien de temps. Et c'est là où, c'est pour ça que je dis 5 à 10 ans. Idéal, ça peut aller jusqu'à 15, mais des fois avec du bon emplacement, avec du potentiel. Je donne un exemple, à Saint-Lazare, ils bâtissent un méga hôpital en ce moment, ben ça pourrait être une place où ça pourrait être super intéressant à Vaudreuil d'aller acheter un triplex parce qu'il va y avoir beaucoup de travailleurs qui vont arriver là, il va y avoir des étudiants qui vont venir peut-être faire des cours, des semestres ou des années d'études, etc., etc. Ça peut être des choses comme ça, des facteurs comme ça où on se dit, ben je vais payer plus maintenant, mais tantôt, ça va vraiment valoir la peine. C'est ça. Et je comprends. Puis quand on parle de break-even aussi, là, tu sais, dans vos calculs, celui qu'on prenait juste en compte l'intérêt, j'imagine, à chaque année, ça change parce qu'au début, dans une hypothèque, la proportion de paiement d'intérêt est tellement élevée comparée au remboursement de capital. Mais plus ça va, plus le ratio s'améliore, là. C'est ça. Oui, exact. Il fallait qu'on prenne des chiffres pour essayer de faire garder un ça. Oui, de se garder ça clean, là. Mais bon, chaque personne a son cas différent. Puis évidemment, plus les taux baissent, bien, plus on paye d'équité, fait que plus ça aide, mais tout ça Ouais. rentre en ligne Mais de je pense que le point à retenir, c'est vraiment de faire le calcul, puis de s'asseoir, puis de, tu sais, de pas y aller avec, comme vous avez dit, à l'émotion, puis de dire, oh, je pense que ça va être un bon investissement. C'est vraiment de s'asseoir, de faire les chiffres, puis c'est ça, de voir si c'est avantageux ou pas pour nous, là. Puis si on parle de, tu sais, là, tu as donné un exemple d'acheter quelque chose près d'un hôpital qui se construit. Si on parle de rénovation ou d'amélioration là, dans un immeuble à revenu, est-ce qu'il y a des meilleurs coûts que d'autres? C'est des choses qui sont plus des valeurs sûres en termes d'amélioration, puis qu'il y en a d'autres que ça fait moins augmenter la valeur en général? Ceux qui sont situés près des transports en commun en ce moment, le REM, les aéroports, les métros, les bouches de métro, pour ceux qui sont en ville, là, centrés sur Montréal, c'est toujours des valeurs sûres là, qu'on dit, parce que les gens recherchent beaucoup, ils veulent habiter en ville, mais ils veulent être proches des transports en commun. Ouais. Ils ne veulent pas devoir prendre la voiture et tout ça. Alors, ça serait. Mais toujours, à chaque fois qu'il y a quelque chose, comme Marie-Catherine dit, un nouvel hôpital qui se construit, c'est sûr que ça va amener des médecins, des infirmières, tu sais, du staff qui vont devoir se loger, qui vont vouloir vivre proche de leur lieu de travail. Puis ça peut être très intéressant, là, des projets comme ça, là, c'est toujours. Fait que l'emplacement est définitivement. Et toi, tu parlais des rénovations, non? Oui, oui, je parlais plus à l'intérieur, mais c'est quand même intéressant de savoir que l'emplacement en tant que tel est très important. Les meilleures rénovations qui génèrent le plus de retour sur investissement en général en immobilier, c'est les cuisines et les salles de bain. Quand on veut y aller pour du cosmétique. Puis après ça, mais par contre, dans les situations de locataires, if it's not broke, don't change it. Fait que si les planchers sont encore beaux, commencez pas à les mettre au goût du jour, juste pour le fait de le faire, là, disons. Mais c'est vraiment d'avoir quelque chose de fonctionnel, louable, qui est entretenu, qui est propre, qui présente bien, puis c'est de s'assurer que c'est pas que ça tourne pas à l'insalubrité ou etc. Mais je pense que n'importe quel bon propriétaire devrait faire au moins une visite par année là, dans les unités, s'assurer que le silicone autour du bain est fait, que les filtres d'air qui ont de l'air climatisé sont nettoyés, etc., etc. Là. Puis après, c'est des excellents points. C'est ça. C'est important d'avoir une bonne relation avec ce locataire, là. Tu sais, pour nous donner les accès comme ça. Oui, absolument. Puis j'avais une autre question, mais là, je l'ai oubliée, donc je vais vous revenir si. Mais n'importe qui peut nous écrire aussi à nos adresses courriel. On est là pour vous. oui, ben c'est ça. Dans le fond, Lynn et Marie-Catherine, là, j'ai fait affaire avec eux comme personnellement aussi, là, avec la famille. Ils sont vraiment, ils ont dit un duo dynamique, puis c'est vraiment ça, là, ils sont super à l'écoute aux besoins, très efficaces. Donc, je suis très, très contente et très chanceuse de vous avoir reçu avec nous aujourd'hui. Oui. Merci pour l'opportunité. On était bien contente de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. C'est ça. Oui, puis là, aujourd'hui, on a pris un sujet, les propriétaires revenus, mais l'immobilier, c'est tout le temps quelque chose qui revient dans les questionnements. Donc, si vous avez aimé la présentation, s'il y a d'autres sujets en lien avec l'immobilier qui vous intéresseraient, que ce soit l'achat d'une première propriété ou on a jonglé avec beaucoup d'idées de sujets là, pour aujourd'hui. Oui. Tellement de choses à dire, puis finalement, on a décidé d'y aller avec ça. Mais il y aurait d'autres sujets potentiels là, si ça vous intéresse. Oui, sans problème.
Alors, bon, mais là-dessus, on va terminer. Un grand merci à ceux qui ont participé. Merci à vous deux, Lynn et Marc-Catherine. Et on va se revoir là. Ça, c'était le webinaire numéro 6 du mois. Il nous en reste 4, là, si je ne me trompe pas. Donc, restez à l'affût pour les prochains webinaires. Parfait. Un gros merci. Merci Merci à beaucoup. tous. Au Bonne revoir. journée.